quoi? Si. Alors, je vous ai pas sur mes fiches. Ah je vous là, dis tout je suis de pas suite. sur les fiches. Donc moi, je suis C'est Christelle. Christelle. Christelle Baldé. J'ai été contactée pour. Merci, Je suis Christelle. infirmière anesthésiste depuis 20 ans, Monsieur Véran. Voilà. Où ça? Dans la Sarthe, dans un département qui souffre comme dans beaucoup d'autres de déserts médicaux, etc. Bon, moi on m'a fait intervenir pour parler évidemment des situations catastrophiques. On va pas revenir, je pense que tout a été dit. On va pas faire une guerre de chiffres sur la situation, étant donné sur les urgences, qui est un petit peu. Voilà, cette dame à côté de moi. C'est Christelle, ça. Moi je suis Christelle. Et vous êtes. Alors je vais vous trouver. Marie-Pierre. Eh ben je vous ai également. Voilà, Marie-Pierre Mazadjou. Oui, tout à fait. Ben voilà. Peut-être je vais laisser le témoignage de Marie-Pierre parce que c'est une fille. Marie-Pierre, on a beaucoup entendu parler de votre histoire. Oui, tout à fait. Une histoire dramatique. Est-ce que vous pouvez la raconter à notre ministre? Ma maman a intégré le 19 décembre à 19h les urgences de Simone Veil à Aubonne. Elle a été prise en charge uniquement le 20 décembre à 19h par le... 24 heures plus tard. 24 heures plus tard. Pendant ces 24 heures, moi je suis arrivée le 19 décembre à 21h, soit 2 heures après que ma mère soit acceptée aux urgences. Et elle avait un drap jetable, pas de chaussettes, et je lui ai mis ma doudoune pour la couvrir. J'ai demandé aux soignants s'il y avait des couvertures, ils n'en avaient pas. Le lendemain, c'est ma nièce qui a pris le relais auprès de ma maman. Pas de nourriture apportée à ma mère, pas de change. Donc ma nièce, qui est infirmière, a pu demander aux soignants de lui apporter quand même quelque chose à manger. Elle a eu une compote. Elle a demandé pendant plus de 2 heures à ce que ma mère soit changée au niveau de sa protection. Elle a été changée à 17h le 20 décembre. Et du coup, à 19h, elle est reçue par le médecin urgentiste qui l'a diagnostiqué plusieurs choses, dont une hyponatrémie, une insuffisance rénale aiguë, une CRP élevée, une déshydratation, une infection urinaire et un globe urinaire. En fait, le globe urinaire déjà aurait pu être évité si il y avait eu le médecin plus tôt. Donc ensuite, ma mère est restée de nouveau dans le couloir, dans les urgences, à la sortie du box quand elle a vu le médecin. Elle est restée donc toute la nuit dans le couloir jusqu'au 21 décembre où on nous a dit que suite au résultat, elle irait sûrement dans l'unité gériatrique aiguë. On a dû attendre 14 heures pour qu'on nous dise finalement non, il n'y a pas de place dans l'unité gériatrique aiguë, donc ça va être un retour à l'EHPAD. Elle est repartie à 15 heures de Simone Veil. Elle a intégré donc l'EHPAD et là, elle a complètement tout lâché. Ma mère, qui était quelqu'un de combattante dans la vie, là, a complètement lâché prise. Elle a refusé de s'alimenter à partir de ce moment-là. Elle ne voulait plus qu'on la touche, même le visage, pour lui faire un câlin. Elle refusait systématiquement tout. Comme elle avait décidé de ne pas vouloir d'acharnement thérapeutique, ils ont enlevé l'hydratation le 29 décembre. Elle est décédée le 4 janvier. Ma question que j'aurais à vous poser, Monsieur Véran, c'est si c'était... Donc j'ai porté plainte. J'ai fait une main courante dans un premier temps parce que la police n'a pas voulu que je porte plainte. Parce que il n'y avait pas de conséquences graves qui ont découlé le 21 décembre. Et du coup, je suis retournée au commissariat le 21 janvier pour déposer plainte cette fois-ci. J'ai écrit aussi à la directrice de l'hôpital le 21 décembre, qui m'a répondu dans la journée en me disant qu'elle allait lancer une enquête et des investigations auxquelles j'ai pas de nouvelles à ce jour. Ma question serait juste la suivante. Si c'était votre maman, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? D'abord, madame, merci pour votre témoignage. Merci Marie-Pierre. Alors, je n'ai pas à me substituer ni à la justice ni aux enquêteurs, vous le savez. Je n'ai pas à connaître du dossier médical de votre maman. La description que vous faites de ce séjour hospitalier aux urgences est une description tout à fait anormale, d'accord, de ce que vous en faites là. Mais ça ne veut pas dire que je porte un jugement. Vous comprenez bien que je prends je ne suis pas juge, je n'ai pas de pouvoir de police et je ne suis pas le médecin qui était en charge et je n'ai pas accès au dossier médical. Ce qui est certain, c'est que quand on va aux urgences d'un hôpital, c'est qu'on est en situation sanitaire aiguë qui nécessite une évaluation urgente pour pouvoir vérifier s'il y a lieu d'approfondir les examens, si un retour à domicile peut être, ou en EHPAD peut être autorisé, s'il y a besoin de faire des examens complémentaires ou de donner un traitement. Et le minimum
minimum au-delà de cette gestion médicale, cette prise en charge médicale, qui doit se faire très vite dans un service d'urgence, c'est évidemment l'hydratation, la nutrition et vérifier si les conditions physiques permettent au patient ou à la patiente d'uriner ou s'il faut l'accompagner par un sondage. Ça, c'est une façon de faire tout à fait normale et attendue dans ce type de situation. Manifestement, ce n'est pas ce que vous avez rencontré avec votre maman, donc ça veut dire que si les choses sont avérées, il y a des dysfonctionnements qu'il faut pouvoir éclairer à travers l'enquête. Ça n'enlève absolument rien à la perte de votre maman, et je comprends, vous me demandez ce que je ferai à votre place, je demanderai des réponses. Je demanderai évidemment des réponses. Évidemment. Évidemment. Et je le demanderai comme fils d'eux ou comme médecin d'eux. Donc c'est normal, votre demande est totalement légitime. Je vais pouvoir prendre la suite. Donc moi, je suis donc la soignante. Hein, voilà, je suis infirmière anesthésiste donc depuis 20 ans. Je travaille également dans le service du SMUR, qui est fermé depuis 3 ans dans mon hôpital, donc qui plonge finalement le territoire de 560 000 habitants dans un accès aux soins dégradé. En fait, voilà, c'est le mot finalement qui revient quand on parle de l'hôpital, mais pas que, hein, puisque moi je travaille dans un hôpital public, mais je suis aussi très sensible, puisque en lien avec la ville, forcément, et donc c'est à la fois la ville et l'hôpital qui est complètement touché. Bon. Je vais peut-être pas revenir parce qu'on n'a plus le temps. Hein. Je vous remercie, Cyril. Merci, je vais faire court. Donc, ça va mal. Je crois qu'on va pas revenir là-dessus. Je pense que vous serez d'accord avec moi, Monsieur Véran, que le système de santé aujourd'hui en France va très mal. Il va mal depuis 30 ans, on le sait. Mais moi, ça fait 20 ans que je travaille. Je vois que ça fait quand même... Le post-Covid a été particulièrement douloureux. Donc, moi, j'ai une question parce que vous voyez, il y a eu le Covid. Vous avez demandé à vos soignants, vous étiez à l'époque ministre de la Santé, de mener la guerre. C'est M. Macron qui a exprimé ce fait-là. Voilà. On n'est pas très sensible à la sémantique guerrière chez les soignants, mais on sait, comment dire, nous sommes des gens de devoir. On s'est dit, on va aller au front. On y est allé. On a fait ce qu'on avait à faire. Je ne rentrerai pas dans la polémique. La polémique a déjà eu lieu, le Covid, etc. Mais voilà. Factuellement, on est allé avec les moyens du bord, et vous le savez, je ne vais pas revenir là-dessus, sur la pénurie de masques, sur la pénurie donc des équipements de protection individuelle. Donc les soignants, ils sont allés. Moi, j'ai vu, à titre personnel, des soignantes pleurer pour aller travailler dans les services. Parce que moi, j'ai de la chance, Monsieur Véran, je suis infirmière anesthésiste. Donc moi, de fait, j'avais le droit au masque FFP2. Voilà. Donc, j'ai vu cette difficulté, on a vu, mais on y est allé, on l'a fait. Donc moi, je suis assez sensible aussi. Je vois que vous êtes sensible à la difficulté des uns et des autres. Donc voilà. Donc oui, on a eu des sacs plastiques également. Enfin bon, je vais pas m'étendre. Je pense que vous en avez déjà assez entendu. Moi, la question, ce qui m'a le plus choqué à titre personnel, c'est que, vous voyez, nous les soignants, on accompagne des gens comme vous, on accompagne des familles qui donc sont amenés. La mort, c'est quelque chose qu'on traverse. Moi, ça fait 20 ans, c'est tous les jours. Hein. Je ne fais pas qu'intuber et ventiler des patients. Je peux aussi accompagner des gens en fin de vie, accompagner des familles. Et alors, vous voyez, pendant le Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas pu, dans certaines chambres, dans les chambres en général, vous avez décrété. Alors, il y avait le principe de précaution. Je sais, oui, c'était une période particulière, je l'entends très bien. Mais nous, il a fallu qu'on fasse quelque chose qui nous a paru particulièrement inhumain. Et on fait ce travail technique. Moi, c'est un travail que je fais très rigoureux, mais néanmoins très humain. Et c'est un petit peu ce qui anime tout le monde. Parce que tous les gens qui sont dans cette salle, tous les millions de gens qui nous regardent, ce qu'ils attendent de nous, les soignants, et nous, les soignants, potentiellement, on est des usagers, on est des patients. C'est de l'humanité, de l'éthique dans ce que l'on fait. Voilà. Et bien, vous voyez, à un moment donné, quand on n'a pas pu accompagner les familles, quand on a pu voir des familles qui n'ont pas pu, qui ont été privées du rite funéraire, qui n'ont pas pu accompagner, tenir la main de leurs proches. Et là, je parle des parents avec leurs enfants, des parents avec leurs parents. Voilà. Des enfants. Ça a été, vous m'avez compris, ça a été particulièrement éprouvant. Alors moi, j'aimerais savoir ce que vous, en tant que médecin, et vous l'avez répété, et je sais, vous êtes médecin. Il y a longtemps que vous n'êtes plus médecin, hein, Monsieur Véran, mais vous avez été aide-soignant. Il y a 3 ans, je consultais encore l'hôpital. Alors, vous consultiez. Écoutez, je suis ravie de savoir que vous avez encore cette sensibilité. C'est aux médecins que je m'adresse. Et aussi à l'ancien ministre et aussi aux représentants du gouvernement, aux porte-parole, parce que vous représentez ici quand même la puissance publique et c'est important.
Qu'est-ce que vous pensez de cette situation Alors, qu'on a pu vivre de l'hôpital aujourd'hui. Ah non. Je vais peut-être répondre. Spécifiquement sur le fait qu'on ait dû... Je voudrais, pardon, vous êtes venu avec une dame que vous avez présentée comme une dame que vous accompagnez, qui est patiente. Alors non, on ne s'accompagne pas. J'ai préféré, comme on a un temps assez court, d'accord, vous n'êtes pas venus ensemble. Que son témoignage, on ne se connaît pas. Mais bon, vous dites, j'accompagne cette dame, donc je pensais, et donc je voulais donner peut-être la primeur de la réponse à cette dame sur l'état de l'hôpital et les difficultés, parce que je crois que c'est. Vous l'avez fait tout à l'heure. Non, j'ai parlé de l'enquête et des difficultés particulières. Vous avez dit des choses qui sont vraies d'ailleurs sur la détérioration des conditions de travail, la dégradation, que vous avez cité le mot soins dégradés, procédures dégradées dans les établissements de santé. Les mots sont connus, ils sont multifactoriels. Moi, le principal, selon moi, c'est d'abord le manque de médecins, parce que ça parlera à tout le monde ici, quel que soit le territoire où vous habitez aujourd'hui, que vous alliez à l'hôpital ou en ville. On manque de médecins. Alors là, particulièrement, je vous arrête. Là, il y a un manque de médecins, mais il y a aussi un manque de soignants. Alors les soignants sont des médecins. Il y a une pénurie de personnel. Oui, non, mais je me permets. Je vais me permettre de faire 2 phrases. Je vous en prie. Donc on manque de médecins, c'est le sujet numéro 1, parce qu'il y a beaucoup de lits dans les hôpitaux qui ferment parce qu'il n'y a plus de médecins. La psychiatrie, c'est même plus d'un poste sur 3 qui n'est pas pourvu, ça remonte à plusieurs années. Et la cause, on la connaît, c'est qu'il y a eu une très mauvaise idée dans les années 70 qui a consisté à empêcher des jeunes Français d'apprendre la médecine en France. C'était ce qu'on appelait le numerus clausus. Bon. J'ai passé le concours de médecine à Grenoble en 1998. On était moins de 4000 admis en 2e année chaque année. Dans le début des années 70, avant le numerus clausus, on était monté à 12 13 000 par an. Or, entre les années 70 et 98, la population avait augmenté de 15 millions, on vivait 15 ans de plus, et les technologies faisaient qu'on avait encore plus besoin de soins et de consultations. Donc c'était une hérésie. On l'a supprimé en 2018, il a fallu attendre 2018, et c'était un engagement de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Avec le numerus apertus. Voilà, et il faut 10 ans pour former des médecins. Alors cette année, on en forme à peu près 11 000. On va en former encore davantage dans les années à venir, parce qu'il ne faut pas dégrader la qualité de formation. Mais ça, il ne faut pas mentir aux gens. D'ailleurs, on ne ment pas. Le président l'a dit lui-même le mois dernier. Il n'y a pas une solution toute faite du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il faut être capable d'innover et d'être capable de faire notamment ce que font beaucoup d'autres pays autour de nous, donner des compétences supplémentaires à des soignants non médicaux qui sont formés pour ça. Je m'adresse à une infirmière anesthésiste. Vous êtes capable, vous avez des compétences d'ailleurs supplémentaires par rapport à des infirmières non anesthésistes en matière de prescription d'aliments. Et je pense qu'il faut qu'on aille bien au-delà, mais bien au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et je suis assez fier d'avoir pu. Dans la concertation, on est d'accord. Et non dans le clivage. Oui, vous savez, si la concertation, ça veut dire on en reparle dans 10 ans, en fait, on n'a plus le temps, en fait. Non, alors déjà, je pourrais peut-être revenir sur le numerus apertus, mais c'est un débat un peu technique. J'espère qu'on aura le nombre de médecins. Je vous dis, donc moi, je veux bien. Par exemple, sur la télémédecine, si vous voulez, ça faisait 10 ans qu'on parlait de la télémédecine, en disant qu'il fallait en faire. C'est un mode dégradé, la télémédecine, monsieur. Vous l'avez mis en place par rapport au Covid. Juste, monsieur le ministre, monsieur Véran. Moi, je pense d'abord au cas de Marie-Pierre, parce que c'est pas un cas isolé. Et loin de là. J'ai eu de nombreux cas dans mon émission. Et justement, c'est pour ça que je voulais partir de la situation de Marie-Pierre, mais je voulais pas être impoli avec madame. Non, mais je vous en prie, mais la situation de Marie-Pierre... Mais le cas de Marie, il est typique. Il est arrivé parce qu'aujourd'hui, on va aller très clairement, on va aller droit au but. Clairement, aujourd'hui, il n'y a plus de personnel soignant. Et vous le savez, il n'y a plus de médecins. Vous le savez, il n'y en a plus en ville, il n'y en a plus. Je voudrais juste répondre. Pour de vrai, cette mais c'est fois-ci, important que les Français aussi entendent monsieur Véran. D'accord. Non, mais c'est important, parce que là, je vois que vous nous emmenez sur la télémédecine, sur l'innovation. Moi, ce que je vois en tant que soignante... C'est un exemple de blocage quand on concerte trop longtemps. Non, mais moi, c'est pas ça que je veux vous dire. Je veux dire qu'à un moment donné, les gens doivent savoir qu'aujourd'hui, moi, je vis dans une structure où on a fermé mon hôpital 3 jours durant parce qu'il n'y avait pas d'anesthésiste. Alors, ça, c'est un fait. Il faut que les gens entendent qu'aujourd'hui, l'accès aux soins pour tous n'est plus possible en France. Et ça, c'est très grave. La preuve avec à quel moment, quand je dis qu'on manque de médecins dans notre pays, ça contrevient au fait que vous ayez dû fermer votre service pendant 3 jours. Donc, ça contrevient. Je préfère dire ce que j'avais. Donc oui, mais ça ne contrevient pas. Ça va dans le même sens que vous, ce que j'essaie de vous expliquer. Ensuite, sur les soignants non médicaux. Sur les soignants médicaux. D'abord, les soignants, et je le dis, même si c'est... mais je le dis parce que je le pense très sincèrement, et ça contrevient aussi, ça contredit ce qui a été dit tout à l'heure par monsieur, notre hôpital, il a tenu à la force de ses soignants et à la qualité de travail et de l'engagement de nos soignants. Et vous n'avez pas eu en France, comme dans certains pays, y compris européens, des malades avec des bouteilles d'oxygène dans les voitures au plus fort de la crise Covid. Et le nombre de fois où on m'a annoncé que l'hôpital allait s'effondrer, et j'avais la confiance dans nos soignants qui ont été remarquables de début à la fin. Ils se sont fatigués. Il y a des soignants qui sont partis, des soignants qui décident de faire autre chose. Il faut le respecter, parce qu'on ne va pas forcer les gens à continuer d'exercer quand ils sont fatigués. Il y a des sujets d'attractivité des métiers, avec des sujets de salaire,
Avec le Ségur de la santé, on a augmenté de 200 € les salaires de 2 millions de soignants dans notre pays. Excusez-moi, monsieur Véran, je vais quand même dire... terminer quand même. Non, mais attendez, je vais profiter, parce que moi, je suis une soignante de terrain et je travaille tous les jours. Quand vous dites que les soignants partent, je sais bien que ça vous déplaît, mais je suis bien obligée de le dire, les soignants ne partent pas forcément parce qu'ils sont juste fatigués, ils partent parce qu'ils n'ont pas les conditions nécessaires pour s'occuper, comme ils n'ont pas pu le faire auprès de la maman de Marie. Et c'est beaucoup plus grave. Vous n'avez pas envie d'entendre ma réponse alors qu'elle va dans votre sens, c'est dommage. Mais moi, je préférerais qu'on entende la réponse du terrain, monsieur Véran. Parce que dans ce cas-là, faites les questions et les réponses. Vous m'avez interrogé, je ne peux pas vous répondre. Parce qu'on a un temps contraint et qu'il est important aussi que vous entendiez la réponse du terrain, monsieur Véran. Je vous dis, madame, excusez-moi, j'ai travaillé 15 ans de ma vie à l'hôpital. Si on est d'accord, c'est parfait. J'ai travaillé 15 ans de ma vie à l'hôpital public. J'ai dit tout à l'heure comme aide-soignant, comme médecin. Je ne dis pas que j'ai la maîtrise de l'hôpital public, mais je crois, doté d'une expertise dans le monde hospitalier qui fait que les problèmes ne me sont pas inconnus et je les reconnais. Vous avez face à vous un ministre qui reconnaît les problèmes. Oui, vous avez commis des erreurs et on vous les pardonne parce que nous sommes des soignants, on peut pardonner les erreurs. Bon, il y a eu des erreurs de commission. Je vais essayer. Je voudrais dire un truc. Le 31 décembre dernier, le centre hospitalier de Metz-Thionville a annoncé que la quasi-totalité des infirmiers et aides-soignants épuisés ont été placés en arrêt maladie. C'est un exemple. Voilà, parce qu'on en parlait il y a un instant. Aujourd'hui, il y a 27 000 lits qui ont fermé dans les hôpitaux depuis 2013. La dette des hôpitaux publics a atteint 30 milliards d'euros en 2020. Donc, Cyril, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. D'abord, il y avait un sujet d'attractivité salaire. On a quand même fait un effort. Personne ne dit que c'est suffisant, encore moins trop. Mais 10 milliards d'euros par an de hausse de salaire pour 2 millions de soignants, c'est un effort qui n'avait jamais été fait. Ensuite, on a repris... Il faut rappeler aux Français qu'on était dans la... Ensuite, il faut dire tout aux Français. Il faut dire que les soignants étaient en dessous. On était les derniers depuis d'Europe. Aujourd'hui, on est dans la moyenne. Donc oui, vous nous avez offert. Ça a été fait. Ça a été fait. C'est vrai. Pas le contraire. Ensuite, on reprend beaucoup de dettes des hôpitaux et on reconstruit ou on rénove 3000 établissements, hôpitaux et EHPAD dans notre pays, ce qui ne prend pas, certes, 6 mois, qui va prendre 10 ans, mais le financement, il est là. Ensuite, il y a le sujet de l'organisation du travail. Dans le Ségur, par exemple, les syndicats infirmiers m'ont demandé la possibilité d'organiser certaines permanences de soins par tranche de 12 heures, plutôt que par tranche de 7 ou 8 heures. Et donc, nous l'avons autorisé, donc le temps de travail est en train de se réorganiser. Ensuite, on manque de soignants aussi, pas que des médecins, mais on manque aussi de blouses blanches, infirmiers et aides-soignants. On a augmenté, j'ai été ministre en charge, de 30% le nombre d'infirmières et d'aides-soignants en formation. À la différence des médecins, c'est que c'est 2 ans et 3 ans pour former des aides-soignantes et des infirmières, minimum. Mais donc, ça va plus vite que 10 ans, c'est-à-dire que des nouvelles promotions... une réalité qui n'est tout autre, monsieur Véran. Ça veut dire que des nouvelles promotions de soignants boostées avec davantage de formation vont arriver dans nos hôpitaux, ce qui mettra un peu d'oxygène. Ensuite, il n'y a pas que ça, encore une fois. Il y a tout le travail en équipe, la capacité à porter des projets, la bureaucratie tatillonne, les tâches administratives, les injonctions contradictoires dans des hôpitaux qui sont des très grands établissements, quel que soit leur statut, avec des sujets de gouvernance. C'est pour ça que le président de la République a souhaité remédicaliser davantage la gouvernance hospitalière, sortir de la tarification à l'activité qui avait plongé le monde médical et soignant dans une logique trop finance-centrée. Donc tout ça me paraît, et comme médecin et comme ministre, aller dans le bon sens. Encore une fois, tout ne peut pas, et je crois que tout le monde a conscience du fait que tous les changements ne peuvent pas se voir à l'aune de 6 mois ou d'1 an. Mais quand vous regardez tous les changements qui ont été engagés, je rappellerai que l'accord du Ségur a été signé par une majorité de syndicats, ce qui est assez rare, y compris Force ouvrière, qui est un syndicat aujourd'hui dans la rue. Aujourd'hui, monsieur Véran, excusez-moi de vous couper, c'est qu'aujourd'hui les services d'urgence sont encore fermes. Et qu'aujourd'hui, l'accès aux soins, et c'est pire qu'avant le Covid. Je ne dis pas que les choses sont déjà améliorées. Donc on n'est pas forcément sur une... Je vous dis qu'il y a, en médecine, on dit qu'il y a le traitement palliatif, curatif, d'accord ? Le traitement palliatif, c'est d'être capable, vous l'avez dit vous-même, de mettre en place de la télémédecine, vous avez dit que c'était palliatif, hein, ou d'être capable de penser... Et le traitement curatif, c'était, juste former davantage de médecins et de soignants pour que demain, on en ait davantage. Mais les services d'urgence qui manquaient d'urgentistes hier, c'est pas parce qu'on a décidé il y a 5 ans de former beaucoup plus d'urgentistes que les urgentistes sont déjà formés. Donc c'est pour ça que ça prend du temps, mais là on paye 40 ans d'incurie. On se retrouvera d'ici 3 ans et j'espère que les faits vous donneront raison, monsieur Véran. C'est important pour la santé des Français. Figurez-vous que j'aime profondément, comme vous, et je vous le reconnais, je suis sensible j'aime profondément l'hôpital et le système de la santé. À votre empathie envers les soignants, j'espère qu'ils vous entendront tous ce soir. Christelle. Merci Marie-Pierre. Cyril. Merci Christelle et Marie-Pierre.